C'est l'horreur. L'horreur. Je pense qu'en tant qu'éleveur de volailles, on peut difficilement imaginer pire scénario. La semaine dernière, nous avons constaté qu'un groupe isolé de canards ne se portait pas bien et nous avons fait immédiatement intervenir notre vétérinaire. Vendredi soir, nous avons malheureusement appris que c'était de la grippe aviaire. Et dès samedi matin, des équipes spécialisées sont venues pour dépeupler tous les animaux à plumes que nous avions à la ferme. C'était une expérience traumatisante. Bonjour les néocampagnards. Vous en avez peut-être entendu parler, la ferme de Beaumont s'est vue dans l'obligation de faire abattre 3500 volailles, autrement dit tout son parc de volatiles, tout son parc d'oiseaux a dû être abattu pour des raisons sanitaires. C'était une décision administrative. Vous en avez peut-être entendu parler. Le directeur de la ferme de Beaumont, dans une vidéo, parle de dépeuplement. C'est une terminologie très pudique pour parler d'abattage en réalité. Dès lors qu'on nous dit qu'il a fallu procéder à un dépeuplement, c'est qu'il a fallu abattre 3500 volailles. Alors vous allez me dire, oui, c'est sûr, c'est bien triste ce qui arrive à la ferme de Beaumont. Oui, non, mais en fait, ça va au-delà de la compassion. Je pense que ça vaut le coup vraiment d'en parler parce qu'il y a un vrai sujet qui nous concerne tous derrière ce triste fait divers, si je puis dire. Parce que derrière ce drame qui est directement lié à la grippe aviaire, je pense que vous l'aviez compris, derrière ce drame qui est autant écologique que économique, je vais revenir dessus, on va parler de tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve un concept un peu vicieux que je vais expliquer, ça va être l'objet de cette vidéo. Mais alors avant de vous parler de ce concept un petit peu tordu que je sens derrière tout ça, eh bien je voudrais tout de même commencer par apporter tout mon soutien à la ferme de Beaumont. Je sais que, enfin je sais, non, je ne sais pas, mais j'ose imaginer l'horreur et à quel point ça doit être difficile pour la ferme, pour les employés, pour la structure entrepreneuriale évidemment qu'il y a derrière tout cela. Le directeur de la ferme s'est d'ailleurs exprimé dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de la ferme de Beaumont et sur la page Facebook qui est la leur. Dans cette vidéo, le directeur reste très, très digne, très, très dans les clous, mais bon, je pense que de toute façon, c'est probablement ce qu'il avait de mieux à faire. Mais dans cette vidéo, moi, je vais poser quelques questions, je vais être peut-être un peu plus critique, et il est évident que ça n'engage que moi. Mais derrière, évidemment, il faut quand même encaisser, et je vous encourage, vous aussi, si vous en avez la possibilité, de soutenir cette ferme, qui pour l'instant doit évidemment complètement arrêter la partie élevage, mais qui continue à vendre du matériel, et cette partie-là voilà, fonctionne toujours, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site si cela vous chante. Nous avons une invitée surprise là, juste derrière. Qu'est-ce que tu fais là, poulette? Tu étais censée être dans ton enclos. Qu'est-ce que tu fais là? Alors je voulais vous parler d'un concept assez vicieux, je disais, que l'on trouve dans cette affaire et dans bien d'autres sujets d'actualité d'ailleurs, si on prend le temps d'analyser un petit peu les choses. Et ce concept, c'est celui qui consiste à se tirer une balle dans la tête pour éviter la pendaison. Bah oui, 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 vous avez bien entendu, et c'est évidemment complètement absurde. C'est-à-dire qu'en fait, on nous encourage à scier la branche sur laquelle on est assis, sous prétexte de nous garder en bonne santé. Sauf qu'en fait, une fois qu'on s'est cassé la figure, on n'est plus en bonne santé. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre un peu ce qui se passe. C'est moi la première d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai des interrogations, mais je n'ai pas forcément les réponses. Et j'espère que vous, de votre côté, eh bien, vous participerez à cette réflexion en mettant un petit peu votre point de vue dans les commentaires. Alors j'ai même pris des notes, j'ai écrit 2-3 petites choses là, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet que pour une fois, j'ai ma petite anti-sèche. Alors comment est-ce qu'on nous fait accepter cette histoire-là, d'accepter de se faire tirer une balle dans la tête pour éviter la pendaison? Eh bien, malgré les conséquences désastreuses que ça peut avoir, on accepte tout ça pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, on nous l'impose par voie légale, et donc forcément ça ça aide à obéir. On n'a pas le choix, dès lors qu'on souhaite être dans les clous, et voilà, on a tous envie d'être honnêtes, donc c'est une bonne raison d'obéir. Ça devient une obligation légale. Et puis le deuxième point qui est plus pernicieux, c'est qu'en fait, il y a un discours très culpabilisant. C'est-à-dire que si on n'obéit pas, si on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, si on essaye de louvoyer et de faire autrement, ou si tout juste
on s'insurge en fait contre ces mesures, eh bien on est immédiatement taxé d'irresponsables, on est des inconscients, nous sommes des grands méchants puisque nous mettons en danger tout le reste de la population. Et donc voilà, nous sommes, j'allais dire des criminels, faut peut-être pas exagérer, mais enfin limite. Quelquefois on en est quand même pas loin. Et forcément, comme on a tous envie d'être des gens bien, bah on veut pas rentrer là-dedans. Donc on accepte, même si on sait que foncièrement, ça nous fait du mal. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas la ferme de Beaumont, je vous mets un petit peu de contexte. La ferme de Beaumont, c'est une ferme qui existe depuis 60 ans. Elle allait d'ailleurs fêter cet automne, je crois, ses 60 ans. Évidemment, c'est totalement remis en question. Et donc, cette ferme est spécialisée dans l'élevage d'animaux d'ornement. Donc, beaucoup de volailles, mais pas que. Et donc, c'est une ferme que je connais, que vous connaissez sans doute, parce que quand on commence à s'intéresser un petit peu aux races ornementales, eh bien, inévitablement, à un moment donné, on tombe sur le site de la ferme de Beaumont. Et donc, cette ferme s'est rendue compte la semaine dernière qu'elle avait un groupe de canards, pourtant isolés, qui ne semblait pas très bien. Et c'est à la suite des analyses qu'il a été détecté la présence du virus de la grippe aviaire et qu'il s'est ensuite tout le drame que l'on connaît. Alors, je vais vous lire quand même une réponse donnée par le directeur à plusieurs questions qui lui ont été posées sur sa page Facebook notamment, et sa réponse, elle est très vraie, elle est intéressante, et je vous la lis. Quand on demande, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, parce qu'évidemment, ça nous heurte tous, il répond, à partir du moment, enfin je dis le directeur, en fait je ne sais pas si c'est le directeur, hein, c'est le community manager qui répond, mais je peux supposer que c'est le porte-parole de la ferme de Beaumont. À partir du moment où il s'agit de grippe aviaire, il s'agit de la santé animale publique, ce sont les autorités sanitaires qui prennent le relais et ce n'est plus entre nos mains. Et effectivement, tout ce qui touche à la grippe aviaire relève des services de l'État, puisque c'est une maladie à déclaration obligatoire, et à partir de là, l'éleveur n'a plus aucune marge de manœuvre. C'est une réalité. Alors de mon côté, je vais vous dire ce qui me pose problème. En fait, il y a plusieurs choses, mais il y a 4 points que je vais aborder avec vous, 4 points qui me posent problème dans ce fait. Le premier point qui me pose problème, et là, ça concerne la ferme de Beaumont, mais vous allez comprendre qu'ensuite, le problème dépasse largement la ferme de Beaumont, et je vais élargir le sujet au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, dans l'histoire qui concerne la ferme de Beaumont, il est intéressant et triste de souligner que la ferme de Beaumont respectait à la lettre le protocole sanitaire préventif pour lutter contre la grippe aviaire. L'État a mis en place un système un protocole sanitaire qui est extrêmement contraignant, qu'il l'a surtout été les mois derniers, peut-être qu'il l'était encore aujourd'hui dans le département concerné. Chez moi, ça ne l'était plus, mais le protocole sanitaire est extrêmement contraignant, et la ferme de Beaumont était exemplaire sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas accuser la ferme de Beaumont de négligence, puisque non seulement elle a été exemplaire sur sa gestion, mais encore a-t-elle été félicitée par les services de l'État pour la dite gestion. Donc on n'est pas du tout dans un cas de négligence ou de maltraitance ou que sais-je, non, pas du tout. On est plutôt là dans un cas de ferme exemplaire. Et pourtant, le virus de la grippe aviaire a été détecté dans l'élevage. Et donc là, on peut quand même légitimement se poser la question de la pertinence de ces mesures préventives, de ce protocole sanitaire extrêmement contraignant. Alors, j'entends déjà, vous allez me dire, ah oui, mais ça aurait été pire s'il n'avait pas suivi ce protocole. Eh ben, j'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qui permet de savoir que c'est pire? En fait, c'est tout le principe de la prévention. C'est qu'en fait, on ne sait pas. On suppose, on fait des projections, mais en fait, on ne sait jamais. On ne peut jamais savoir si une mesure de prévention est efficace ou pas. Et puis, je vous dirais à la limite, pire que quoi? Pire que quoi? Au final, il a fallu abattre 3500 volailles saines. Oui, oui, saines, je vais revenir dessus, parce qu'en fait, rien ne prouve que les volailles abattues étaient malades ou porteuses du virus. On n'en sait rien. Ça va être vu dans un point suivant. Donc en fait, on est là face à un protocole qui est contraignant, qui est difficile à appliquer, qui peut mener à des amendes s'il n'est pas respecté, évidemment, et qui derrière, finalement, ne remplit pas son rôle. Donc ça, c'est un premier point. C'est un premier point, vous avez compris, si vous n'obéissez pas à ce protocole, vous êtes un grand méchant, vous êtes inconscient, vous mettez tout le monde en danger, mais pour autant, même si vous le respectez, même si vous êtes au garde à vous devant les autorités avec le petit doigt sur la couture du pantalon, ce n'est pas pour autant que vous échapperez au problème de la grippe aviaire. Alors ce premier point, évidemment, vous concerne directement, parce que pour vous, c'est pareil. Vous, petit éleveur, vous pouvez faire tout bien comme il faut,
Si vous avez un jour un souci, on ne vous remerciera pas d'avoir respecté le protocole. Vous avez en fait une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Si ça ne fonctionne pas, c'est pour votre poire. Ceci étant, ça c'était le premier point seulement, mais il y en a d'autres. Je continue avec le deuxième point qui me pose problème. Ce qui arrive là à la ferme de Beaumont, en réalité, c'est un problème qui existe depuis déjà plusieurs années pour tous les élevages. Alors là, évidemment, la ferme de Beaumont, ça me touche particulièrement parce que ce sont des animaux d'ornement et que je me sens peut-être davantage concernée par le mode d'élevage de la ferme de Beaumont que par les élevages intensifs du sud-ouest. Mais vous comprenez bien qu'en réalité, fondamentalement, on a le même problème. Donc si on reprend un petit peu les chiffres, et je suis allée les chercher pour vous, j'ai noté. Si on reprend un petit peu les chiffres, dans les années 2010, on a eu de gros problèmes de grippe aviaire. Notamment, j'ai vu, alors 2014, 2016, enfin, il y a eu plusieurs étapes. Mais dans ces années 2010, c'est pas moins de 25 millions, je n'exagère pas, hein, je ne me suis pas trompée, 25 millions de volailles qui ont été abattues dans le cadre du protocole contre la grippe aviaire. Attention, j'ai pas dit 25 millions d'animaux malades ou morts par la grippe aviaire. Non, non. 25 millions de volailles abattues pour des raisons administratives. Alors ces 25 millions, je crois même, ne concernent que les canards, me semble-t-il. Allez vérifier, je vous fais confiance, mais c'est juste monumental. C'est énorme comme chiffre. Et malgré ces 25 millions de volailles abattues, on a toujours un problème de grippe aviaire. Donc on peut quand même légitimement se poser la question de la pertinence des mesures. Je ne sais pas si on peut faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que cette mesure-là, manifestement, elle ne fonctionne pas. Et là, plus récemment, en janvier 2022, donc c'est tout proche, c'était en début d'année civile, c'est un peu plus de 2 millions, 2,5 millions, je crois, de volailles qui ont de nouveau été abattues dans le sud-ouest. Donc en fait, on y est encore. On n'en sort pas de ce truc. On n'en sort pas malgré les millions et les dizaines de millions de volailles qui ont déjà été abattues. Je vais vous citer un article qui date du 22 mars 2022, en début d'année donc, et qui est encore en ligne sur France Bleu, à propos des mesures de lutte contre la grippe aviaire. Je cite. Notre priorité est d'empêcher le virus de continuer à se propager. Pour ce faire, nous avons mis en place des moyens inédits permettant de dépeupler les élevages où le virus est présent, mais aussi de dépeupler en anticipation là où le virus s'est probablement rendu, a ajouté Julien Denormandie. Je vous rappelle que Julien Denormandie était ministre de l'Agriculture jusqu'en juin 2022. Donc il était ministre de l'Agriculture au moment où il a été interviewé pour cet article. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Agriculture qui dit dépeupler en anticipation là où le virus s'est probablement rendu. Je vous rappelle que dépeupler, ça veut dire abattre, hein, si on parle de façon plus claire. Donc, si j'ai bien compris, on tue les volailles pour être sûr qu'elles ne tombent pas malades. C'est radical. C'est radical, effectivement. Si on les tue, pas de problème, on est sûr qu'elles ne seront pas malades. Et je vous rappelle que c'est le ministre de l'Agriculture qui le dit. Alors, dépeupler en anticipation, bon, c'est très clair, mais c'est quand même très critiquable. Parce que ce que ça veut dire quand même, hein, ce qui est sous-entendu là, c'est qu'on ne prend même pas la peine de vérifier si les animaux sont malades ou s'ils sont porteurs du virus. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, et c'est pour ça que je suis absolument choquée. C'est qu'on ne prend pas le temps d'analyser les animaux pour vérifier s'ils sont porteurs du virus ou non. Et donc, on les abat par anticipation. Ok, alors, prenons des exemples, prenons des comparaisons pour essayer quand même de comprendre l'absurdité de la démarche. Pour lutter contre le harcèlement à l'école, moi je propose qu'on supprime l'école. Et comme ça, je vous garantis qu'il n'y aura plus de harcèlement à l'école. C'est le même raisonnement. Pour lutter contre la violence faite aux femmes, moi je propose qu'on supprime les femmes. Et là, je vous garantis, hein, promis, il n'y aura plus de violence faite aux femmes si on supprime les femmes. Et dans le même style, pour lutter contre la grippe des volailles, moi je propose qu'on supprime les volailles. Non, mais ça marchera, hein, promis, il n'y aura plus de grippe des volailles si on supprime les volailles. Non, mais ça vous choque pas en vrai? Enfin, il n'y a que moi qui suis choquée. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez les choses, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'ubuesque dans le raisonnement. Faire remarquer à bien y réfléchir, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Pour supprimer la corruption chez les politiciens, il suffit de supprimer... non, bon, bref. Alors, attendez, je reprends mes notes. Oui, donc on voit quand même
On voit quand même la limite du raisonnement, parce que évidemment que si on supprime toutes les volailles, on va finir par supprimer le problème de grippe aviaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment supprimer toutes les volailles? On en a déjà supprimé 25 millions et même plus depuis la dernière décennie, et ça n'a pas suffi, donc il faut vraiment qu'on aille au bout. Il faut vraiment qu'on les supprime toutes, de toutes, pour venir à bout de cette grippe. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est pas fini évidemment, profitez-en pour vous abonner, ce sera fait, comme ça on pourra continuer nos petits échanges, et on va passer au point suivant, sachant que vous l'avez bien compris, cette histoire de dépeuplement, c'était le deuxième point qui me pose problème, mais si on le questionne, on est le grand méchant, on est complètement inconscient et on met toute la population en danger. Ce même article sur France Bleu du 22 mars 2022 me permet une transition parce que ça évoque aussi le désastre écologique lié à toutes ces mesures. Je vous cite le passage qui m'intéresse. Donc dans ce même article, on peut lire, j'ouvre les guillemets, Joël Limousin, le président de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, insiste sur la priorité de préserver les élevages de sélection et toute la génétique, car si les grands parentaux et parentaux devaient être anéantis, c'est 18 mois d'arrêt d'activité avant de redémarrer. Alors les parentaux et grands-parentaux, ce sont les reproducteurs, pour faire simple. Et là, il s'en inquiète. Il s'en inquiète à juste titre, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on élimine tout le monde, on élimine tout le monde. Alors c'est vrai que le grand public peut avoir tendance à l'oublier, mais être éleveur, c'est pas juste avoir des animaux qu'on emmène à l'abattoir. Être éleveur, c'est aussi faire un très gros travail de sélection, de maintien des races et des standards de la race, de façon à maintenir la diversité. Et tout ce travail de sélection est totalement réduit à néant si on abat comme ça, sans même vérifier l'état de maladie des volailles. Et évidemment, chez les éleveurs passionnés, on trouve des races qu'on ne voit pas partout, pour lesquelles il y a peu de sujets. Et imaginez à la ferme de Beaumont, c'est 250 variétés d'animaux. Alors il n'y a pas que des volailles, mais principalement quand même. Donc imaginez toute cette diversité-là, toute cette diversité a été rayée d'un trait avec cet abattage de 3500 volatiles avant même de vérifier, si j'ai bien compris, s'ils étaient porteurs du virus ou non. Alors évidemment, c'est une catastrophe pour la diversité des races, mais c'est aussi une catastrophe pour tout ce qui concerne le bien-être animal. Et là, je vais vous lire quelque chose qui ne concerne pas la ferme de Beaumont. J'ose espérer que ça s'est fait dans de bonnes conditions à la ferme de Beaumont, mais qui concerne ce qui s'est passé ces dernières années dans le cas de la gestion de la grippe aviaire. Écoutez bien. Ça, c'est dans le magazine Reporter que j'ai lu ça. Et donc, je vous lis un extrait de cet article qui date aussi de mars 2022. Les services de l'État demandent désormais l'arrêt des ventilations pour provoquer la mort des animaux par asphyxie. On parle des gros élevages, vous savez, où les animaux sont dans des hangars. Donc je reprends. L'arrêt des ventilations pour provoquer la mort des animaux par asphyxie, poursuit le syndicat. Ces pratiques sont un cauchemar pour les éleveurs. Une association de défense des animaux d'élevage dénonce également la souffrance engendrée pour les volailles mourant de soif et de faim dans des bâtiments fermés. Non mais voilà, on en arrive là en fait, avec cette gestion calamiteuse de la grippe aviaire, on en vient à abattre des dizaines de millions de volailles, et parfois dans des conditions absolument épouvantables. Et évidemment, celui qui refuserait de faire ça serait le grand méchant, un inconscient qui met tout le monde en danger, vous avez compris la rengaine. Alors, je ne peux pas parler de la grippe aviaire sans parler évidemment des conséquences économiques aussi de cette politique sanitaire, ou plutôt cette politique macabre, je devrais dire. Et c'est important d'en parler des conséquences économiques parce que quand même, le fil conducteur derrière tout ça, c'est notre bien, théoriquement. C'est notre bien, alors soit on parle de la santé, soit on parle même de sauvegarder prétendument les animaux sauvages qui pourraient être atteints ou qui à leur tour seraient porteurs de la maladie et qui à leur tour vont répandre le virus dans nos élevages, etc. Enfin bref, c'est toujours pour notre bien, ou pour le bien de nos animaux, pour le bien de la faune, pour le bien, pour le bien, pour le bien. Mais il est où le bien quand, en plus de s'en prendre à la diversité animale, on met à mal nos entreprises? Alors, dans le cas de la ferme de Beaumont, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, puis je ne suis pas dans leur compte, donc je n'en sais rien. Je peux supposer, parce que comme ce sont des décisions administratives, normalement il y a un accompagnement derrière avec une indemnisation, un dédommagement financier, etc. Donc je peux supposer que ce sera le cas. Mais déjà, est-ce que ça rembourse vraiment? Je veux dire par là que dans le meilleur des cas, ça rembourse peut-être le prix des animaux perdus, mais est-ce que ça prend en compte
le chômage technique qu'il peut y avoir derrière pour les salariés? Est-ce que ça prend en compte les investissements qui ne sont pas rentabilisés? Est-ce que ça prend en compte les clients qui ne sont pas satisfaits et qui du coup vont aller voir ailleurs et peut-être ne reviendront jamais vers l'entreprise en question? Ça prend en compte tout ça. On arrive donc dans la situation totalement ubuesque où on arrive à faire couler des petites entreprises qui fonctionnaient bien, qui étaient à l'équilibre, du moins on peut le supposer, et qui, pour des raisons administratives, se retrouvent plombées. D'ailleurs, dans un autre registre, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement 2020 avec les restaurants, par exemple. Beaucoup de petits restaurants étaient à l'équilibre et fonctionnaient gentiment, et ils n'ont pas pu se relever, pour beaucoup, de ce confinement. C'est-à-dire qu'on avait des entreprises qui fonctionnaient et qui, par mesure étatique, se sont retrouvées plombées. C'est un petit peu le même principe. Et évidemment, tout ça pour notre bien. Et c'est là que je fais le parallèle. C'était pour notre bien. Mais il est où notre bien quand derrière on nous plombe? Et là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on obéit pour deux raisons, deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'est imposé par voie légale. Eh, doucement, toi. Tu t'es pris la tête dans mon chemisier. Ben, t'es où? Coucou. Tu m'as interrompu alors que j'étais en plein raisonnement là. Donc, attendez, je me débarrasse de la petite bestiole. Voilà. Allez, va plus loin. Donc, je disais, on obéit pour deux raisons, toujours les mêmes. D'abord parce que c'est imposé par voie légale, et donc forcément, c'est une bonne raison d'obéir. Et ensuite parce qu'on nous culpabilise, parce que si on le fait pas, c'est qu'on est un grand méchant, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on est dangereux pour les autres, etc., etc. Et évidemment, quand ces mesures viennent de notre propre État, c'est quand même un peu ralent. Alors, petit résumé de ce que je viens de vous dire. Oui, j'ai un petit peu râlé aujourd'hui, je suis désolée, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, c'est rarement sur ce ton-là, mais c'est vrai que voilà, là, ça m'a un petit peu pris, bref. Donc, je reprends mes notes. Les mesures préventives étatiques, très contraignantes, ne font manifestement pas leur preuve. Premier point. Deuxième point, la politique d'abattage des volailles saines est totalement ubuesque. Troisième point, la diversité animale et la sélection génétique ne sont pas respectées dans ce genre de mesures globales. Et enfin, quatrièmement, les décisions de l'État, contrairement au narratif officiel évidemment, ne vont manifestement pas dans le sens de notre bien. Alors évidemment, moi je ne suis pas vétérinaire, donc je ne suis pas non plus magicienne, je n'ai pas de baguette magique pour résoudre les problèmes de santé des volailles. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce qui est fait actuellement, eh bien manifestement, ce n'est pas satisfaisant. Alors certains diront, oui, mais c'est mieux que rien. J'en sais rien, je sais pas si c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est mieux que rien? Parce que c'est mieux que rien, généralement, c'est une formulation toute faite qu'on balance quand on sait plus quoi dire et qu'on n'a plus d'arguments. Mais derrière ce c'est mieux que rien, moi j'attends plus d'arguments en fait. Parce que ça me semble pas évident que ce soit réellement mieux que rien. Alors, pour conclure, je reprends une dernière fois mes notes. Les mesures sanitaires sont respectées? Abattage. Les volailles sont en bonne santé? Abattage. Vos bêtes sont génétiquement sélectionnées? Abattage. Votre entreprise va couler? Abattage. Mais quand va-t-on arrêter ce carnage? Plus que jamais, il nous faut des basses-cours par milliers. Alors bien sûr, des mesures d'hygiène sont à respecter, puisqu'il est dans l'intérêt de tous d'avoir des animaux en bonne santé. C'est d'ailleurs tout l'objet de Néo Campagnard, apprendre à produire ses œufs, son miel et pourquoi pas son lard. Merci à vous qui me suivez. Haut les cœurs, on va y arriver.